Mes amis, on se retrouve dans ce nouveau numéro de La Fin du Monde, un numéro, je vous fais un petit coucou comme ça vous me voyez, avec Thierry Messant. On a encore des circonstances techniques particulières, on le redit, nous mettrons cet enregistrement sur la chaîne podcast du Courrier, sur Ocha, et que vous pouvez retrouver sur Spotify, et vous la voyez en vidéo sur YouTube en conditions dégradées, on vous le rappelle. Mais nous ferons mieux, nous allons nous perfectionner comme nous avons toujours fait jusqu'ici. J'en profite pour dire, Thierry Messant, tout le monde le connaît, son site voltairenet.org. Oui. On peut s'abonner à ton excellente lettre hebdomadaire. Oui. Surtout, oui. Et puis Édouard, directeur de la publication du Courrier des Stratèges. Si vous ne connaissez pas encore le Courrier des Stratèges, retrouvez-nous, lecourrierdesstratèges.fr, et puis abonnez-vous aussi, certains articles sont gratuits, comme celui que vous voyez en ce moment, qui est attenant à la vidéo que nous faisons, attenant au podcast, mais d'autres sont payants avec des informations confidentielles, notamment pour protéger votre patrimoine. On vous l'a promis aujourd'hui, on parle de la trilatérale. Nous allons essayer d'expliquer à tous ceux qui s'interrogent sur la trilatérale en quoi elle consiste, qu'est-ce que c'est. Et je crois que Thierry déjà a plein d'idées sur ce qu'est la trilatérale qui fait partie du fantasme Bilderberg, etc. Alors, la trilatérale, Thierry, est-ce que tu peux nous dire en quoi elle consiste? Alors, c'est un étage de plus dans un système d'influence des États-Unis. Donc, au départ, il y avait le club de Bilderberg. Ça a été créé quand? Alors, la trilatérale en 73, quelque chose comme ça. Tandis que le club de Bilderberg a été créé juste après la guerre. Et le club de Bilderberg, c'est une création des services secrets des États-Unis et du Royaume-Uni ensemble. Et après, ça a été intégré à l'OTAN, quand on a créé l'OTAN. C'est devenu, en fait, le mode d'influence de l'OTAN dans les élites transatlantiques. Mais donc, ça n'était que l'Europe et les États-Unis, Canada, puis après le Mexique. Mais dans les années 70, M. Brzezinski, qui était le conseiller de sécurité de Carter, s'est rendu compte qu'il fallait étendre l'influence des États-Unis dans les cercles économiques. Et il a voulu étendre ça aussi au Japon, d'où ce nom de trilatéral, à la fois Japon, Europe et Amérique du Nord. Alors, dans cette période, l'idée de Brzezinski, c'était que l'influence des États-Unis au plan économique était en train de décroître. Les États-Unis produisaient moins au plan international, et c'est progressivement devenu une puissance financière, ce que ça n'était pas vraiment au début. Donc voilà, l'idée de la trilatérale, c'était de substituer une domination économique occidentale à la domination économique anglo-saxonne. Mais toujours sous une tutelle économique des États-Unis et du Royaume-Uni. Édouard, est-ce que ça te paraît... est-ce que ça a apporté la mondialisation? Est-ce que les puissances occidentales se sont dit, à un moment donné, on va créer cette espèce de super Bilderberg pour porter un projet économique fondé sur le libre-échange, sur l'intégration économique des pays, sur le développement de ce qu'on appelle les échanges économiques régionaux? Est-ce qu'il y avait ce projet au moment de la création de la trilatérale? Alors, comme Thierry vient de le dire, on est au début des années 70, dans un moment où l'hégémonie absolue des États-Unis, qui avait duré 20 à 25 ans, est en recul. Et d'ailleurs, en août 71, Nixon a coupé le lien entre le dollar et l'or. Il n'empêche qu'au début, c'est pas si facile que ça. D'abord parce que ça crée de l'inflation. Et ensuite parce qu'il y a les crises pétrolières. Il y a un certain nombre de choses à prendre en main. Et effectivement, Brzezinski se dit il vaut mieux associer nos compétiteurs
l'Allemagne, mais surtout le Japon, qui est la puissance industrielle la plus dynamique à cette époque. Et il faut les associer au processus de décision pour garder le contrôle. Et alors, à partir de là, est-ce que c'est le seul endroit où on discute de ce qu'on va appeler plus tard la mondialisation? Il me semble pas. Je crois qu'en fait, il y a un autre moteur, c'est le fait que les dirigeants américains et occidentaux ont été très impressionnés par le mouvement de mai 68. Et ils y ont vu une possible révolte des classes moyennes contre le projet dirigeant. Et l'idée a été qu'il fallait contrôler la démocratie. Et quel meilleur moyen de contrôler la démocratie que de faire en sorte que les dirigeants de tous les pays qui se jugeaient membres du monde libre, démocratique, se réunissent plus souvent, en tout cas pas les dirigeants directement, il y aura le G7, mais un certain nombre d'influenceurs dans le cadre d'un soft power. Concrètement, est-ce que tu partages cette idée? Parce que je sais, Thierry, que tu dis, mais non, la mondialisation, c'est pas ça. Pour moi, la mondialisation, elle a commencé après la dissolution de l'Union soviétique. Là, il faut changer le logiciel. Donc, entre 1991 et 2001, il y a toute une réflexion qui aboutit à la mondialisation économique au sens que nous comprenons aujourd'hui. Donc ça a vraiment commencé en 2001. Et c'est un projet qui n'a rien à voir avec la trilatérale. C'est un projet militaire qui consiste à réunir tous les États développés, pas simplement le Japon, les Européens et les Nord-Américains, mais aussi les Russes et les Chinois. Et les réunir tous pour qu'ils se développent en exploitant ensemble les ressources du tiers-monde. Donc ça a marché un certain temps, mais ça a abouti à un échec terrible il y a 2 ans, quand la Russie a dit non, on ne joue plus. Et ce qu'ont dit aussi les Chinois, on ne joue plus. Alors les Chinois, eux, ce qu'ils voulaient, c'était un développement dans l'ensemble du monde, pas l'exploitation du tiers-monde, alors que ce que les Russes voulaient, c'était qu'on arrête de leur tenir la main. Voilà. Mais donc, à mon avis, la conclusion, c'est que depuis 2 ans, le projet hégémonique des anglo-saxons sur un développement une coordination de tous les pays développés, ce projet est terminé et on est forcé de revenir au projet antérieur de la commission trilatérale, de dire non, on va faire une gouvernance avec les quelques-uns qui nous sont fidèles, donc avec les Européens et les Japonais. Concrètement, l'influence, parce que beaucoup de gens fantasment sur la trilatérale, c'est une forme de franc-maçonnerie. Alors maintenant, on a compris que la franc-maçonnerie, c'était le pédosatanisme, tout ça, c'est des complots. Quelle est l'influence réelle quelle a été l'influence réelle de la trilatérale depuis 1973? Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif de la trilatérale en se disant ça, il n'y aurait pas eu si la trilatérale n'avait pas existé? Alors, moi je crois qu'il y a le G7, qui est une émanation assez directe après, c'est-à-dire que quand Giscard lance le G7 en accord avec Ford, c'est une proposition qui est issue de papier de la trilatérale. La trilatérale se construit comme un think tank. Brzezinski, qui est son fondateur intellectuel, et Thierry l'a mentionné, et aussi comme conseiller de Carter. Qui lui-même était membre de la trilatérale. Qui lui-même est membre de la trilatérale, avant d'être président, puisqu'on ne peut pas être membre de la trilatérale et exercer une fonction gouvernementale. Mais donc, il passe tous ces projets. Je pense qu'il y a l'idée aussi d'encadrer le Japon, qui est très importante parce qu'au début des années 70, le Japon, c'est le pays de la 3e révolution industrielle avec plusieurs piliers, la révolution informatique, l'industrie nucléaire civile. Et à ce moment-là, les Américains prennent peur. On se rappelle, au début des années 80, ce qu'on appelait l'invasion de l'automobile japonaise aux États-Unis. Et ça a été un moyen d'encadrer
Concrètement, ils ont fait comment pour encadrer les Japonais? D'abord les inviter à toutes les réunions, ce qui met en confiance. Et puis après, dans les années 80, on a fait les accords du Plaza, les accords du Louvre, c'est-à-dire qu'on a forcé les Japonais à remonter leur monnaie pour devenir moins performants à l'exportation. Mais pour ça, il fallait créer une confiance et il fallait surtout trouver les moyens de stabiliser la monnaie. Et un des grands défis des années 70, et la trilatérale réfléchit là-dessus, je rappelle qu'il y a les premiers projets de monnaie européenne qui sont testés, déjà sous Pompidou, et puis ensuite Giscard crée l'écu. Mais il y a aussi la stabilisation du dollar, le passage au monétarisme. Mais tout ça a besoin d'être coordonné au niveau occidental. Donc il me semble que là, on a des choses qui émergent de manière souvent informelle. C'est-à-dire que, effectivement, comme on le disait, c'est pas du tout un endroit où les gens vont pour prendre en dictée ce qu'ils vont devoir dire quand ils reviennent dans leur pays. Est-ce qu'on sait comment se passent les réunions de la trilatérale? Alors, je vais laisser Thierry dire peut-être ce qu'il sait, mais moi je prends toujours une image, c'est le club anglais. Le club des élites anglaises depuis le 19e siècle, c'est-à-dire c'est un endroit de sociabilité des élites. Donc les gens sont accueillis, il y a des discussions, il y a des principes qui est la non-diffusion à l'extérieur de ce qui est dit confidentiellement. Il y a les papiers qui sont publiés parce qu'il y a le club anglais puis il y a le think tank. Alors le think tank c'est plus moderne, c'est plus américain qu'anglais, mais c'est un endroit effectivement où on produit de la pensée, on produit des idées, mais encore une fois, c'est pas des directives. C'est pas vous allez faire ceci, c'est pas une conspiration, un complot mondial qui dit aux gens ce qu'ils vont devoir dire quand ils parlent à leurs compatriotes. Non, c'est plutôt une lente imprégnation d'idées nouvelles avec une forme de débat. Mais je reviens à mon idée, un débat qui doit être limité aux élites. En fait, je crois que c'est ça une idée assez forte aussi de la trilatérale, parce qu'on a eu très peur de la révolte étudiante. Et d'ailleurs, le boulot génial qui est fait dans les 40 années suivantes, c'est de petit à petit, les leaders étudiants, d'en faire des gens présentables, puis un jour de les inviter à la trilatérale. Thierry, je suis tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas eu et qu'on a eu parce qu'il y avait la trilatérale? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas eu si la trilatérale n'avait pas existé? Est-ce qu'aujourd'hui, on est d'ailleurs capable de le dire? On n'aurait pas eu la notion d'Occident, à mon avis. L'Occident politique s'est construit là. C'est-à-dire l'Occident intégrant le Japon, la Corée, la Malaisie. Oui, parce que avant la trilatérale, en fait, il n'y avait que les anglo-saxons. Et les Français? Non, surtout pas. Surtout pas. Non, avant la trilatérale, éventuellement, il y avait un club transatlantique. Mais dans le club transatlantique, tout le monde comprenait que les Européens ne comptaient pas. Ce qu'on a du mal à saisir, c'est qu'en fait, il faut le redire, la trilatérale, c'est une organisation purement privée. Ce n'est pas, ça va faire réagir Thierry, ce n'est pas une organisation intergouvernementale, comme on dit. Elle n'a pas de statut en droit international, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de traité qui a été signé pour dire on s'engage, on participe. C'est un club privé. Alors moi, je n'ai pas vu les papiers de création de la trilatérale, mais j'ai étudié les papiers de la création du Bilderberg. Et c'est une affaire exclusivement de service secret au départ. Mais ça, c'est très clair. D'ordre privé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne crée pas, on ne signe pas un traité créant le groupe de Bilderberg. Oui, mais enfin, les gens qui y vont, c'est un peu comme l'hôpital psychiatrique dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est les gens ils y vont spontanément, ils y vont librement, on ne les force pas par un texte de loi. Ce sont deux États qui tirent les ficelles. Et personne d'autre que ces deux États ne peuvent décider ce qui se passe là. Alors, ces deux États, c'est lesquels? Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'esprit des auditeurs. Le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais dans le cas du club de Bilderberg, moi j'ai l'impression que c'est plutôt les États-Unis tout seuls. Il faut se rappeler le fonctionnement du système anglo-américain. Prenons la création de la Federal Reserve. C'est une assemblée de banquiers qui se réunissent pour créer une institution qui effectivement va avoir, à leurs yeux et aux yeux des élites américaines, peut-être pas toujours aux yeux du public, une utilité publique.
Et donc je pense qu'en fait on est désemparé parce que les Anglo-Américains fonctionnent toujours comme la bande de pillards qui entourait Guillaume le Conquérant, qui a mis l'Angleterre en coupe réglée, et qui après ça a créé un État structuré. Et il faut bien voir qu'il y a toujours ça au départ, ce qui nous désarçonne parce que pour nous, effectivement, il faut des traités, il faut une constitution, il faut des choses qui sont extrêmement formalisées et surtout qui s'affichent comme étant au service du bien commun. Alors que dans le monde anglo-américain, le fait que les élites soient capables de structurer un effort collectif, c'est déjà considéré comme servant le bien commun parce que les élites savent. Et ça, je crois qu'il faut avoir ça en tête. La dimension service secret est très importante aussi. Là, c'est plutôt private eye. Oui, mais alors, ces services secrets, en quoi ça leur sert d'avoir, par exemple, le groupe de Bilderberg ou d'avoir la trilatérale? C'est quoi leur objectif? La fonction du Bilderberg aujourd'hui, ça n'est pas du tout, contrairement à ce que certains livres racontent, ça n'est pas du tout de prendre des décisions, d'influer le monde, etc. Pas du tout. Il s'agit de tenir le discours de l'OTAN. Là, c'est vraiment un truc de répète-Jacot. Hein. Donc, on réunit des gens ensemble, on leur explique qu'il y a les méchants Russes d'un côté, les horribles Chinois de l'autre, et qu'ils doivent faire bloc face à tout ça. Voilà. Et eux, ils vont le répéter après, et s'ils ne le répètent pas, on va leur taper dessus. Parce que quand on rentre dans le Bilderberg, on est soutenu par l'OTAN dans toute sa carrière, hein, même si on lève le petit doigt, on vient vous soutenir. Mais si vous retournez contre l'OTAN, alors ça se passe très mal pour vous. Mais dans les sujets évoqués par le Bilderberg, puisque désormais le Bilderberg, le groupe de Bilderberg, donc on le rappelle, Bilderberg c'est le nom d'un hôtel aux Pays-Bas où c'est tenu la première réunion. C'est tenu la première réunion. Maintenant les réunions sont tournantes, elles sont semestrielles. Le groupe de Bilderberg publie son ordre du jour, donc on ne sait pas ce qui s'y dit puisque c'est le fameux principe de Chatham House. Les gens discutent librement, donc il n'y a aucun compte-rendu, rien n'est écrit et c'est en vase clos. Mais il y a un ordre du jour et on voit que l'ordre du jour de Bilderberg, je vais taquiner Thierry, ça dépasse le simple cadre de l'OTAN. Il y a des problématiques économiques, sociales, des problèmes de vision du monde, de vision de la société. Alors pour moi, ça ne dépasse pas le cadre de l'OTAN, ça reste un outil de l'OTAN, pas quelque chose qui prend la moindre initiative. Ça reste un système qui permet de trier les gens, de savoir en qui on peut avoir confiance et qui on doit rejeter. Mais ça ne parle pas que de problèmes militaires, ça parle aussi de problématiques économiques. Oui, mais qui sont vus d'un point de vue... Non. Tous les problèmes qui sont envisagés... Quand ils discutent beaucoup, par exemple, de l'intelligence artificielle, ça fait plusieurs fois qu'ils en discutent, c'est uniquement pour parler de l'intérêt militaire de cette nouvelle technologie, c'est pas pour autre chose. Je vais continuer à taquiner amicalement Thierry, bien entendu, mais il y a concrètement, pour être dans le groupe de Bilderberg, comme pour participer aux réunions de la trilatérale, on n'a pas besoin d'être militaire, ce ne sont pas des militaires qui parlent. Alors, est-ce qu'on peut redire, ou est-ce que vous pouvez nous redire, comment on fait, par exemple, pour rentrer dans la trilatérale? Alors, est-ce que si je candidate, je peux y aller? Non. Alors, pourquoi? Parce que ce sont les services secrets qui vont vous choisir. Alors, dans les deux groupes, il y a, dans les deux organisations, il y a un groupe qui dirige, qui lance les invitations, mais ce groupe ne prend aucune initiative. Ça, je n'y crois pas du tout. Alors, par exemple, pour la trilatérale, est-ce qu'on connaît les noms des gens? Alors, il y a, j'anticipe ce que vous allez dire, mais il y a une répartition des voix par pays, il y a des quotas par pays. Est-ce qu'on sait qui participe et comment les pays, au fond, par qui ils sont représentés? Comment on fait le choix des gens qui vont représenter un pays à la trilatérale, par exemple? Alors, les services secrets des États-Unis dressent une liste de gens qui ont, pour la trilatérale, qui ont une influence économique et qui sont a priori
vraiment atlantistes. Ça, c'est le premier critère. Après, j'en sais pas plus. Alors, il y a, pour la trilatérale, il y a des gens qui sont invités comme membres participant aux discussions, membres des commissions, et puis c'est un système semi-académique. Il y a des fellows aussi. Il y a des gens qui reçoivent des bourses pour établir des papiers. Alors, la question, est-ce que c'est public? Oui, la trilatérale publie les listes pays par pays, publie la liste des commissions régionales. Alors il y a la commission globale, comme ils disent, il y a les commissions régionales, et on a aussi à chaque fois la liste des fellows qui sont, ça peut être des universitaires, ça peut être des experts, qui sont chargés de rédiger des papiers. Et puis il y a aussi, alors je crois qu'il y a un rôle clé, si j'ai bien compris, des rapporteurs. C'est-à-dire que quand une commission régionale décide qu'il faut travailler sur tel sujet, il y a plusieurs rapporteurs qui travaillent ensemble et qui coordonnent les points de vue. Et alors, je pense, Bilderberg, c'est vraiment le principe de Chatham House, on ne parle pas à l'extérieur, on ne dit pas ce qu'on a entendu. La trilatérale, c'est double. Il y a les conversations internes et puis il y a les papiers qui sont publiés. Ça, c'est le côté think tank. Et ces papiers, ils sont accessibles sur le site. Alors là, si on regarde le site au jour d'aujourd'hui, il y a un aspect un peu curieux, je ne sais pas d'où ça vient, c'est que c'est pas complètement à jour, et en particulier pas sur toutes les commissions régionales. On annonce par exemple des réunions, je crois que c'est sur la commission qui s'occupe de l'Europe, on annonçait la prochaine réunion pour 2022. Apparemment, c'est passé. Il est question sur la commission globale de la réunion de 2024, mais pour l'instant, les résultats de cette réunion globale de 2024 n'ont pas été publiés. Donc ça, je ne sais pas interpréter. Soit ils ont perdu leur community manager, soit ils mettent du temps à mettre en ligne. J'ai un problème d'imprimante. Mais est-ce que, pour éclaircir ce que c'est, parce que je pense que le sujet, c'est l'hermétisme à la fois de Bilderberg, de la trilatérale, d'autres groupes, où on se dit mais quelle légitimité, de quoi il parle, qu'est-ce qui décide, c'est quoi la suite des décisions, des papiers qui sont faits, quelle est l'influence réelle. Est-ce vous pouvez nous dire qui par exemple aujourd'hui représente la France? Je crois qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de Français. 18 Français. 18 Français qui font partie de la trilatérale. Est-ce qu'on sait qui c'est? Est-ce que vous les avez en tête? Thierry? Oui, on sait qui c'est. J'ai la liste, je peux vous la chercher. Allez, on va nous chercher la liste. Pour donner un autre exemple, la Commission Europe a été dirigée pendant longtemps par Jean-Claude Trichet, banquier central, s'il en est, et son successeur est un autre banquier central, Axel Weber. Donc on voit qu'il y a une communication entre ce qui se discute à la trilatérale et puis ce qui a été les responsabilités de ces gens quand ils ont été à la Banque Centrale Européenne. Alors vas-y Thierry, tu as la liste des coupables. D'abord, au début, là, ils indiquent comme faisant partie du super groupe qui dirige tout, encore Georges Aubertoin, mais il est mort cet été, donc... In memoriam. Oui, non, mais in memoriam ici, mais... Là, ah oui, ils ne l'ont pas encore mis comme... Voilà. Mais ce document date d'il y a 2 ans. Ouais. Voilà. Mais ce n'est pas forcément un jour, effectivement. Voilà. Alors, il y a donc une longue liste d'un groupe... Ça, on le trouve sur le site de la trilatérale. Oui. C'est facile d'accès. Oui, enfin, je ne sais pas si on trouve cette liste-là sur le site de la trilatérale. Moi, je ne l'y ai pas trouvée. Et donc, il y a Tu as fait comment pour trouver cette liste très précise? J'ai des amis qui m'ont donné ça. Donc, il y a un groupe européen. Et donc, on voit, par exemple, Elisabeth Guigou, qui est membre de ce groupe. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas être membre d'un gouvernement et membre de ce groupe en même temps. Mais Mme Guigou n'est plus au gouvernement. Donc il y a François Bujon de l'Estan. Oui, qui lui est très important dans ce système. Il a des super responsabilités. De France, voilà. C'est un diplomate français. Oui. Vous avez Laurent Bigorgne, le directeur de l'Institut Montaigne, qui est là. Donc ça a un certain sens. C'est lui qui a fabriqué le parti d'Emmanuel Macron. Oui, vous le trouvez là-dedans. Donc on rappelle que Laurent Bigorgne
et celui qui a hébergé en premier le parti En Marche, puisque la première adresse d'En Marche était chez Laurent Bigorgne, et il est à l'Institut Montaigne. Il a quitté récemment. Après quelques malheurs, on rappellera, judiciaire, et on rappellera que le président de l'Institut Montaigne, Henri de Castres, est l'un des responsables du groupe de Bilderberg. Le principal responsable du groupe de Bilderberg. Donc au niveau mondial. Il y a une porosité entre ces think tanks, ces groupes, ces instances de soft power. Forcément, puisque c'est le même service secret qui décide, qui est membre C'est comme des clubs, tu peux être membre de plusieurs clubs, et le fait d'être membre de plusieurs clubs, c'est très important. Ça veut dire que tu es très important. Donc, je pense que là, il n'y a pas énormément d'étonnement à voir. Ce qui est intéressant, c'est de voir, si on prend le cas d'Henri de Castres, c'est de voir qu'un grand patron français a réussi à s'imposer précisément, c'est-à-dire qu'il a été recruté, il a été repéré, recruté et jugé particulièrement fiable par les commanditaires, qui sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Alors, on ne fera pas abstraction du fait que Henri de Castres a été, il ne le plus, mais il a été le patron d'AXA, le PDG d'AXA, qui est l'un des principaux groupes financiers français, grand acheteur de dettes françaises par obligation juridique, mais avec une vraie surface financière mondiale. C'est un des grands acteurs mondiaux de la finance, et donc là aussi on voit qu'il y a un lien étroit entre la sphère financière, puisque je pense que Henri de Castres est un homme plein de qualités, mais ce n'est pas seulement au titre de son héritage. D'ailleurs, je crois que la famille de Castres avait participé à la Révolution américaine, quelque chose comme ça. Donc il y a de longs héritages derrière toutes ces familles, mais il y a aussi un poids financier. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être un héritier des libérateurs des États-Unis pour l'expédition, du corps expéditionnaire français de Lafayette, pour devenir un membre de la trilatérale. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis tout à l'heure, c'est le mot de cooptation. Je pense que le mode de fonctionnement, c'est précisément la cooptation, alors sur recommandation des gouvernements ou des services, mais cooptation de ceux qui sont en place et qui font venir. Et tu disais, est-ce que je peux être candidat à la trilatérale? Ben non, on va venir te chercher. Un Laurent Bigorgne, un Jean-Claude Trichet, en quoi leur expression publique, leur participation. Alors, Laurent Bigorgne, ça, sans vouloir faire injure à Laurent Bigorgne, mais il n'a pas la même influence personnelle que peut avoir un Henri de Castres ou un Jean-Claude Trichet. Il n'a pas le même parcours, donc on voit que son action va surtout influencer l'Institut Montaigne. Est-ce que on sait mesurer ce que chacun emporte à l'issue de ces réunions et ce qu'il va divulguer? Est-ce qu'on peut mesurer l'impact de ce soft power, l'impact réel? Parce que c'est un peu le débat. Les gens, ils vont dans des réunions, ils discutent, ils se rencontrent entre gens importants, ils échangent. Alors dans le langage européen, dans le jargon européen, on appelle ça mainstreamer. On mainstream des positions, on mainstream des visions, on mainstream des stratégies. Mais en bout de course, l'impact de tout ça sur la réalité, c'est quoi? Alors, si je peux juste glisser quelque chose, je crois que l'un des principaux rôles, c'est que les participants ont le sentiment de savoir où ils vont quand ils sortent de là, et ils savent à peu près quels vont être les thèmes des 6 mois ou de l'année à venir, et de quoi ils vont parler. C'est-à-dire qu'il y a une réduction de l'incertitude du point de vue de celui qui a participé, pour comprendre, et avec peut-être une impression on va un peu mieux maîtriser un avenir incertain. Peut-être qu'il faudra reparler d'ailleurs de la trilatérale aujourd'hui dans un environnement qui est très secoué du point de vue occidental. Donc ça, pour moi, c'est la principale vertu de la part des organisateurs, c'est de mettre en confiance un certain nombre de gens qui peuvent être à ce moment-là des relais, qui n'hésiteront pas. Prenons l'exemple de l'actuel Premier ministre britannique, Keir Starmer. Il a été membre de la trilatérale pendant longtemps. Et il l'a caché. Pourquoi il l'a caché? Parce qu'il était au Parti travailliste et que ça faisait pas bien d'être à la trilatérale. Ça faisait vendu aux États-Unis.
Mais en prenant l'exemple de Keir Starmer, parce que c'est un exemple que je trouve intéressant, donc voilà, un travailliste membre de la trilatérale, mais arrivé au pouvoir, au fond, il a quand même une position sur Israël plus mesurée que les conservateurs, qui ne s'emballe pas tout de suite. Par rapport aux conservateurs et par rapport à l'engagement sans limite des conservateurs, il apporte quelques modulations. En matière de relations avec l'Union européenne, il est à la recherche d'un nouvel équilibre. En politique intérieure, il prend un certain nombre de mesures. Là, notamment, il y a un débat assez fourni très proche de ce qui existe en France sur est-ce qu'il faut augmenter des impôts ou est-ce qu'il faut diminuer les dépenses publiques. Et par rapport aux conservateurs, il est plutôt sur une ligne étatiste. Dans ces lignes-là, en quoi les positions que Keir Starmer prend dépendent de sa participation à la trilatérale, en quoi elles dépendent de la vision de son parti, en quoi elles dépendent de sa vision idéologique en dehors de la trilatérale, parce que quand on rentre à la trilatérale, on ne se résume pas à la trilatérale. Comme dit Édouard, on peut adhérer à plusieurs clubs et on peut avoir des nuances idéologiques. Oui, alors d'abord on peut adhérer à plusieurs clubs, mais plusieurs clubs de la même boutique. Certes, certes. Alors ça c'est la première chose. Mais prenons l'exemple, oui. Je te taquine, mais Elisabeth Guigou par exemple, oui. qui est au parti, Laurent Bigorne qui était En Marche, Elisabeth Guigou qui était au PS, un Jean-Claude Trichet était plutôt sur la ligne centre-droit. Donc ces gens-là ont quand même des nuances idéologiques entre eux. Ils sont tous portés par l'atlantisme et par une confiance dans le mondialisme, on va appeler ça comme ça, mais ils peuvent faire des choix de politique intérieure très différents les uns des autres, ou sensiblement différents. Oui, parce que vu de Washington, ça n'a aucune importance. On s'en moque de ça. Ce qui compte, c'est que à la fin, chacun va se rallier aux intérêts des États-Unis. Et bon, quand tu dis à l'instant que Starmer est moins pro-israélien que son prédécesseur, eh bien c'est faux en fait. Parce que dans son discours, oui, dans son discours, il est plus ouvert à la cause palestinienne. Mais dans ses actes, il fait exactement le contraire. Les chiffres dont on dispose aujourd'hui, malgré la censure très forte en Angleterre, vous savez, il y a 2 pays avec une censure très forte dans les États prétendument démocratiques, qui sont Israël et le Royaume-Uni. C'est ces 2 pays qui ont un système de censure militaire vraiment efficace. Donc, au Royaume-Uni, on sait néanmoins que les bases du Royaume-Uni à Chypre sont actives dans la guerre à Gaza et dans la guerre au Liban. Elles sont actives pour les forces britanniques, mais aussi pour les forces des États-Unis. On a le nombre de vols secrets des forces spéciales des États-Unis par cette base de Chypre pour aller ensuite en Israël. Ça a doublé avec M. Starmer. Voilà. Mais attends, je souhaite bien préciser mon propos parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la nuance. Oui. Et parce que beaucoup de gens qui sont étrangers à ces sphères et souvent qui n'ont jamais participé à des responsabilités, donc qui sous-estiment complètement la complexité du processus de décision. Et beaucoup de gens ressortent de ces idées avec... alors je pensais à un journaliste d'une chaîne dite de réinformation qui a interviewé Xavier Poussard, par exemple, sur Brigitte Macron, et qui terminait en disant « Bon, mais est-ce qu'elle est franc-maçon » Voilà. Et donc, je crois que ce qu'il faut qu'on ait conscience, nous Thierry, c'est qu'un certain nombre de gens, lorsqu'ils entendent parler de la trilatérale, se disent, mais en fait, c'est l'équivalent d'une secte pédosatanique. D'ailleurs, ils boivent probablement le sang des enfants. Il y a un gourou avec un chapeau pointu sur la tête qui décide de tout, et tous les autres obéissent fanatiquement. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de bien dire que dans la notion de soft power, c'est pas une secte avec des gens qui obéissent tous le petit doigt sur la couture du pantalon. Il y a un mainstream, c'est-à-dire que on en ressort en disant vive les États-Unis,
il n'y a pas d'existence, d'avenir en dehors de l'Empire américain, mais ça n'exclut pas que chacun, avec ce qu'il est, tout en participant à une politique globale, ça n'exclut pas qu'il y ait des nuances ou ce que je voudrais éviter, je veux exorciser cette vision que j'entends régulièrement de « Ah non, mais de toute façon, tout est décidé, puis il y a 3 personnes qui décident, et puis ils obéissent tous, voilà, et tout ça est un plan complètement contrôlé. » Est-ce que c'est ça la trilatérale, ou bien est-ce que finalement, c'est des gens qui viennent, il y a un Bigorgne, il y a une Elisabeth Guigou, il y a un Trichet, pour prendre des personnalités françaises, et au fond, ils gardent quand même une marge d'appréciation sur les choix, en dehors de l'Alliance Atlantique, bien entendu. Oui, en dehors de l'Alliance Atlantique. Ouais, on est d'accord qu'il y a, au fond, en Europe, une domination américaine qui part du principe que c'est l'OTAN qui décide, enfin que l'appartenance à l'OTAN n'est pas négociable, et que vouloir sortir de l'OTAN, c'est s'exposer à bien des désagréments. Mais la méthode faite pour garder le troupeau, la méthode utilisée pour garder le troupeau, elle a son originalité. Bon, la trilatérale, c'est à la fois un think tank, c'est une réunion de gens de bonne compagnie qui réfléchissent. Alors que le Bilderberg, on a l'impression de réfléchir, mais en réalité, on est là pour trouver un discours collectif. Donc, pour moi, c'est 2 choses assez différentes dans le fonctionnement. J'ai 2 amis qui ont participé au groupe de Bilderberg. J'ai lu leur rapport, parce que ce n'est pas public, mais il y a des documents du Bilderberg. Quand vous les lisez, vous lisez à l'avance la version officielle de ce qui se passe. Par exemple, donne-nous un exemple dans ce que tu as lu, oui, et où tu te dis, mais en fait, c'était déjà écrit. Ben, par exemple, la manière dont l'effondrement de l'Union soviétique a eu lieu, c'était vraiment écrit avant. On nous a présenté les événements en Pologne comme une surprise, ça n'était pas du tout une surprise, c'était écrit auparavant, y compris l'émergence de telle ou telle personnalité. Voilà, ce genre de choses, je veux dire. Bon, par contre, la trilatérale, ce sont des grandes idées. Il faut aller dans cette direction. C'est ça notre intérêt collectif. Mais ça n'est pas pareil. Ça n'a pas ce côté militaire du Bilderberg. Et quand on lit les textes de la trilatérale, bon, des fois c'est le truc sur l'évolution de la démocratie, la démocratie on s'en fout, c'est assez surprenant à lire quand même. Mais ça a été la manière de parler, de soutenir les dictatures en Amérique latine, tout ça, alors que c'est quand même eux qui ont mis fin à ces dictatures, mais ils les ont soutenues au départ. Donc, pour moi, c'est 2 ambiances très différentes. Édouard. En pensant au document effectivement sur la démocratie, en fait, c'est aussi la fabrique du consentement qui est explicitée. Moi, je crois qu'il faut comprendre effectivement qu'on est dans un milieu culturel d'imprégnation anglo-américaine très forte. Et il y a bien un débat, mais un débat qui est piloté par les élites. Alors ensuite, c'est la différence qu'il y a entre conservateurs et travaillistes, entre républicains et démocrates. On voit bien aujourd'hui que le problème, bien sûr, pour beaucoup de républicains, c'est qu'ils ont dû s'accommoder de Trump, parce que de temps en temps, le peuple se réveille. Mais en fait, je dirais, ce genre d'instance, alors en faisant abstraction des différences particulières entre Bilderberg et trilatéral, mais ce genre d'instance, ce sont des garde-fous
en fait, je veux appartenir à l'élite de mon pays demain, dans le cadre atlantiste, voilà jusqu'où j'ai le droit d'aller. Si je franchis cette ligne, là, ça peut devenir dangereux. Et je crois que c'est ça qui est... Donc on peut être de centre-gauche ou de centre-droit. On peut être plus passionné d'écologie ou plus passionné d'intelligence artificielle. Le sujet n'est pas là. Mais en revanche, que je parle d'écologie, d'intelligence artificielle ou d'immigration, il y a des choses que j'ai le droit de dire et des choses que je n'ai pas le droit de dire. Et je pense que c'est... il faudrait se demander aussi qui n'a jamais été invité en regardant les listes. Ça serait extrêmement intéressant. Au fond, ce que vous dites, c'est que la fonction de la trilatérale, c'est de définir pour tout l'Occident ce qu'on appelle les fenêtres d'Overton, c'est-à-dire les sujets, les prismes, les cônes, si j'ose dire, qu'on met sur l'opinion pour dire, voilà, vous avez le droit de discuter de là à là et pas plus. Oui. Est-ce qu'au fond, on peut considérer aujourd'hui que la France est un élément important de cette trilatérale? Ce qu'on a vu, il y a 18 membres, donc je crois que le Japon en a 70. Est-ce qu'au fond, on peut considérer que la trilatérale a une influence importante sur la politique française, sur les débats français, sur la presse en France, sur ce qui est autorisé à dire ou pas? Au moment où nous parlons, je ne pense pas qu'il y ait une influence terrible de la trilatérale sur la France. Mais je pense que ça va se développer, que la période actuelle va mettre en avant ce groupe par rapport à d'autres. Je crois qu'en fait, c'est une question d'imprégnation. On a donné des noms tout à l'heure, donc ça correspond à un état un peu antérieur, 2022 ou un peu avant. Donc on voit bien dans le cadre de la préparation de la présidentielle. Moi je suis convaincu qu'il y a un choix fondamental qui a été fait par les milieux dirigeants et patronaux français en 2021, c'était de savoir si on changeait Emmanuel Macron ou pas. Et finalement, ce qu'on a vu à la présidentielle de 2022, c'est qu'il n'y a pas eu de candidat alternatif qui a été poussé sérieusement. Bon. Dans son camp. Dans son camp, et d'une manière générale, je dirais, si à l'époque les Républicains avaient voulu pousser vraiment quelqu'un, ils n'auraient pas laissé Valérie Pécresse émerger de la primaire. Bon. Et je pense que ça fait partie du consensus. C'est des choses. Alors, je peux pas dire c'est à Bilderberg ou c'est à la trilatérale ou autre que ça s'est fait, mais il me semble me rappeler que Gabriel Attal a été invité dans un de ses clubs à Bilderberg avant de devenir Premier ministre. Édouard Philippe aussi. Édouard Philippe aussi. Donc ce sont des signes, ça. Les invitations sont des signes. C'est-à-dire, je suis coopté, alors je suis invité, éventuellement je peux être coopté, mais ça veut dire que je fais partie des gens présentables pour l'avenir et qui en même temps peuvent aider. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là, la grande inquiétude des Anglo-Américains, c'est que le système s'essouffle, c'est qu'il n'arrive pas à se renouveler. Donc il faut du sang neuf. Et c'est difficile dans un système qui est fait pour créer du consensus et du conformisme. Du sang neuf en qui on a confiance. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une personnalité émerge qui n'aurait pas été adoubée ou en tout cas attendrie par le système. Ah ben, le système est fait pour empêcher l'émergence d'un nouveau De Gaulle. Faut dire les. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on peut le formuler. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une forme de ce qu'on appelait à Rome le cursus honorum, c'est-à-dire que pour devenir président de la République en France, par exemple, il faut avoir été invité à Bilderberg, il faut fréquenter la trilatérale. On sait que par exemple Gabriel Attal, une fois qu'il est devenu porte-parole du gouvernement, a fait campagne auprès de la caste en France. Il est allé rencontrer Bernard Arnault, Xavier Niel. On sait que Macron n'aurait pas existé sans un Niel, sans un Arnault, sans un Weinberg, sans les Rothschild. Est-ce que au fond, il y a un club anglais, comme tu disais, qui ne dit pas son nom en France, où pour pouvoir émerger, il faut cocher à toutes les bonnes cases
et suivre son parcours et donner des gages tout au long de son parcours dans ces clubs, dont la Trilatérale, dont Bilderberg. Moi, je crois qu'il y a des époques différentes. Sous Giscard d'Estaing, il y a eu un Premier ministre de la Trilatérale, c'était Raymond Barre. À mon avis, il n'y en a pas eu depuis. Mais la période de la désignation d'Emmanuel Macron, c'est le Bilderberg qui a la main pour ça. Alors, il a été invité au Bilderberg avant d'être élu président. Et il a fait, au sein du club de Bilderberg, il était à l'époque... il était plus secrétaire général de l'Élysée. Je crois qu'il avait été... Il était ministre de l'économie. Non, je crois que c'est le moment où il est entre parti, les deux, alors. Entre les deux, voilà. Et il a dit, bon, ben, Hollande est nul et moi je vais le remplacer. Il s'est déclaré à ce moment-là. Et il était adoubé à ce moment-là. Bon, et son Premier ministre, Édouard Philippe, était à cette réunion. On a dit, ça sera vous deux. Ça c'est assez clair. Bon. Donc, dans cette période, le Bilderberg est prédominant. Mais je pense que la trilatérale va redevenir prédominante. Pourquoi tu penses ça, Thierry ? Parce que la période où on est, c'est une période où il faut repenser le système. La domination économique de l'Occident, ça ne tient plus. Les mesures économiques contre la Russie ont tout échoué, c'est un échec lamentable. En fait, la Russie continue à se développer alors qu'on pensait qu'elle allait s'effondrer. Donc il faut changer la manière dont on fonctionne. Et il y a les BRICS. Et il y a les BRICS. Il va y avoir la réunion à Kazan cette semaine. Donc il va falloir penser la riposte. Si le sommet des BRICS est un succès, s'il en sort un début d'accord sur une unité de compte commune ou des choses comme ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour les États-Unis, pour l'Union européenne. Et donc il va falloir penser la riposte. Et puis le Japon n'est pas très heureux de voir que la Chine est devenue centrale dans ces nouveaux dispositifs. Et puis il y a un autre problème, c'est que l'Arabie Saoudite et d'autres jouent sur tous les tableaux. On reste avec les États-Unis, mais on est aussi du côté des BRICS, et puis on se réconcilie avec l'Iran, mais on aimerait bien un accord avec Israël, etc. Donc tout ça, c'est de l'incertitude. Et il va falloir réduire cette incertitude, et donc la trilatérale peut être un des lieux où on imagine comment la réduire. Est-ce qu'on sait, puisque dans la liste des noms qui ont été cités, je prends l'exemple d'Elisabeth Guigou, on ne peut pas dire que ce soit une personnalité vers qui on se tourne quand il s'agit de penser l'avenir. Voilà. Ça fait rire. Tu seras peut-être invité un jour à la trilatérale, en sachant formuler les choses comme ça. C'est très méchant. Comme dit ma fille, c'est très méchant. Concrètement, comment se fait la réflexion, puisque les gens qui y sont ne sont pas ceux qui réfléchissent, ce sont ceux qui, d'une façon ou d'une autre, valident une réflexion. Est-ce qu'on sait comment sont impulsées les réflexions dans les papiers, par exemple, sur la démocratie qui fabrique ces idées-là? C'est pas Elisabeth Guigou qui a rédigé le papier sur la démocratie. Non, elle était trop petite, mais il faut bien voir, quand on regarde les listes, il y a toute une part d'universitaires aussi, d'experts, de membres de think tanks. Donc ce sont eux qui vont élaborer, mais ils n'élaborent qu'en fonction de ce qu'on leur aura dit sur les thèmes, l'approche, les soucis, les préoccupations, les questions. C'est vrai que de ce point de vue-là, la trilatérale est extrêmement intéressante parce qu'elle est beaucoup plus intellectualisée que Bilderberg ou d'autres clubs. Parce que on a besoin de formuler des choses. Ça, c'était le côté universitaire de Brzezinski ou de Kissinger. Parce qu'en fait, vous dites pas tout. Je prends l'exemple de Raymond Barre. Oui. Au fond,
ce que vous dites en creux, c'est que la trilatérale, c'est une instance d'influence et de contrôle des États-Unis sur les élites occidentales, oui, pour s'assurer qu'elles ne quittent pas l'Occident. Mais en soi, ce n'est pas un organisme qui produit de la théorie capitaliste. Autant on peut reprocher aux États-Unis de pratiquer une forme de capitalisme intégral qui peut gêner certains, mais au fond, les États-Unis, ça ne les gêne pas de s'appuyer sur des non-capitalistes, des keynésiens, des socialistes, dans leur condominium. Bien sûr. On voit bien qu'aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est qu'au fond, l'enjeu idéologique des États-Unis, c'est d'incrémenter leur domination dans des visions du monde qui peuvent être très éloignées du capitalisme sauvage, entre guillemets, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une expression que tout le monde comprend, pratiquée aux États-Unis. L'exemple de Raymond Barre est particulièrement intéressant parce que Barre avait un tempérament assez gaullien, on va dire, dans sa vision de ce que devait être la politique économique de la France, assez libéral au sens qu'il fallait limiter l'influence de l'État, mais en même temps stabilité monétaire. Il était disciple de Rueff, mais il y avait chez lui une dimension très forte d'indépendance française. Et moi, je suis convaincu que la trilatérale a servi à finalement dégauliser Raymond Barre et en faire finalement un serviteur du système atlantiste. Et d'ailleurs, il a fini par s'éteindre doucement. Son problème, c'est qu'en 86, au moment de la cohabitation, il n'ose pas franchir le Rubicon, comme il disait. Ensuite, sa campagne présidentielle de 88 est très aseptisée. Et ça, je crois que c'est le travail efficace de la sociabilisation dans le Bilderberg. Il y a des choses que Barre, en 85, n'ose plus dire, qu'il aurait peut-être dit en 1970. Est-ce que, pour conclure ce débat nourri, on va encore me reprocher d'avoir trop coupé la parole à Thierry, mais c'est le jeu du débat, et l'objectif est d'éclairer, pas de fournir des slogans trompeurs. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on aura besoin d'interdire la trilatérale, le club de Bilderberg, pour construire une société fondée sur les libertés? Dans le monde d'après, je sais que cette expression est éminemment critiquable, mais dans le monde d'après, est-ce qu'on aura besoin de supprimer ce soft power anglo-saxon qui s'appuie sur un contrôle amical, on va dire ça courtois, des élites, du condominium? Ça revient à dire, est-ce qu'on doit interdire les États-Unis? Ça n'a pas de sens. On peut imaginer s'en libérer. Ah oui, mais alors libérons-nous des États-Unis, ça, aucun doute, mais ça passe pas par des interdictions. C'est pas de cette manière-là qu'on va régler le problème. Ça passerait par quoi, selon toi, Thierry? C'est à nous de faire ce genre de choses, et non pas d'aller nous mettre à la remorque des États-Unis. Il devrait y avoir des organisations comme ça en France, indépendamment des États-Unis. Des think tanks privés, souverainistes, pour utiliser un mot facile. Oui, absolument, il devrait y en avoir. Et en fait, dans les groupes d'influence qu'il y a en France, il n'y a pas de gens qui aient cette qualité. Les groupes d'influence qu'il y a en France sont devenus, comme la plupart des think tanks aujourd'hui aux États-Unis même, mais pas cette trilatérale, ce sont devenus des explications a posteriori de ce qui a déjà eu lieu. Il n'y a plus en France de gens qui se réunissent pour déterminer ce que l'on va faire. Ça n'existe plus. Édouard qui a participé à plein de think tanks souverainistes. Ou pas. Ou pas. J'ai le droit de me confesser devant la caméra. J'ai fait des rapports avec l'Institut Montaigne.
Non, j'ai fait des choses tout à fait... On va le taquiner. Ouais. Quand tu as fait des rapports avec l'Institut Montaigne, que je pense que tu connais Laurent Bigorgne, est-ce que tu as senti une influence ou une orientation idéologique, une recommandation? Alors, en fait, quand on m'a commandé des rapports, j'avais une utilité. C'est que je pouvais être le dissident officiel. Parce qu'il y a ça aussi, c'est un peu... D'ailleurs, Sciences Po fonctionne un peu comme ça aussi. On préserve une diversité parce que c'est bien qu'il y ait des voix un peu différentes. Et j'ai le souvenir d'un rapport sur l'avenir des écoles de commerce où j'ai dit qu'il fallait que l'État finance plus les écoles de commerce, qui allait contre la doxa ultralibérale ou ce qu'on attendait de l'Institut Montaigne. Mais ça, à l'époque, ça a plu à Bigorgne parce que c'était une façon différente de dire les choses et c'était utile dans un tableau général. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Ce que j'ai toujours senti quand j'allais dans ces instituts-là, dans ces think tanks, c'est que si on y reste trop, on finit par être absorbé. Et donc si on veut garder sa liberté, on peut toujours coopérer une fois, mais si on veut garder sa liberté, il vaut mieux aller créer un think tank libre. Et d'ailleurs, on ne va pas l'appeler think tank, on va l'appeler institut de réflexion, comme on veut. Et je crois que c'est l'avenir. Effectivement, on a un problème de niveau dans la formation des élites. Comment se fait-il qu'à la fin des années 80, il n'y ait pas eu un mouvement puissant en France pour dire « Merci l'OTAN, on a gagné la guerre froide, maintenant c'est fini. D'ailleurs, la France devrait sortir de l'OTAN. » Bon, ça veut dire qu'il y avait un bon travail qui avait été fait par un certain nombre de réseaux et que par ailleurs, il n'y avait plus de pensée indépendante française. Enfin, on imagine De Gaulle rester dans l'OTAN plus de quelques heures après la chute du mur de Berlin. Évident que non. Oui, mais ce qui est mystérieux, c'est que les gaullistes, ceux qui se réclament du gaullisme social, les Xavier Bertrand et autres, à Michel Barnier, qui est au fond qu'on peut rattacher quand même à une certaine vision du gaullisme aujourd'hui, sont tous des gens... Oui, mais ils ont été aseptisés. Des gens qui, sur la question de l'appartenance à l'OTAN, se sont complètement convertis. C'est ça le mystère. Enfin, Michel Barnier, il était pour Chaban-Delmas, il est tout d'un coup devenu pour Giscard d'Estaing. Il était pour Jacques Chirac, il est brutalement devenu pour Édouard Balladur. Donc son gaullisme à géométrie variable aboutit de toute manière à ce qu'il soit pour l'atlantisme. Donc ça n'a rien à voir avec le gaullisme, ça n'a aucun sens. Sauf Thierry, que l'étiquette politique de ces gens-là se réclame ouvertement du gaullisme. D'accord. Et la question, c'est comment... Je vais finir. La question, c'est comment on explique qu'en France, qui fantasme De Gaulle, qui a complètement mythifié De Gaulle, comment on accepte que dans cette référence permanente à De Gaulle, au fond, on prête au gaullisme le contraire de ce qui était même le gaullisme. Comment on fait pour changer les esprits? C'est ça la question. Je pense qu'on met De Gaulle à toutes les sauces, et surtout quand on le trahit. L'exemple de la commémoration des 80 ans de la libération, pour moi, enfin 80 ans, pardon, du débarquement. Bon, quand même, De Gaulle était contre ça et on a mis De Gaulle à toutes les sauces à ce sujet-là. Il s'agissait simplement de recoloniser la France. Ça n'a aucun rapport avec sa libération. Le débarquement, ça a été fait par des ennemis, les anglo-saxons, pour remplacer les nazis. Donc, voilà, c'est... Ça, c'est l'histoire. Je reste quand même sur ce que je dis, Thierry. C'est que moi, là aussi, je lis beaucoup. Plusieurs fois, j'ai dit, mais De Gaulle était un libéral. Le rapport Rueff, le plan Rueff, etc. Plan Rueff-Armand, du nom d'ailleurs du grand-père de notre ministre de l'économie. Et je vois bien que beaucoup de Français aujourd'hui, ordinaires, si j'ose dire, se déclarent ouvertement gaullistes, à dire « Ah, De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle ». Et quand on leur explique ce qu'était De Gaulle, ils ont retenu du gaullisme le contraire de ce qu'a été De Gaulle. Ça veut bien dire qu'il y a eu un travail sur les esprits qui a été fait. Alors d'abord, De Gaulle, c'était une personnalité internationale. C'est un homme qui a dominé son siècle
parce qu'il voyait comment ça s'organisait au plan international. Ceci dit, dans la politique nationale, il a fait beaucoup de bêtises. Hein. C'est deux choses différentes. Lui, il était au-dessus des autres parce qu'il avait cette vision stratégique. Et il pouvait faire des erreurs au plan national, ça n'avait pas d'importance parce qu'il savait réorganiser les choses. Bon. Aujourd'hui, on se réclame de lui pour trahir sa vision internationale. Et au contraire, on prend de lui des actions qu'il a pu faire au plan national qui ne sont pas forcément les meilleures. Voilà. On sent que Thierry est bien remonté. Mais oui. Mais... j'ai pas entendu la conclusion d'Édouard. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire ce que propose Thierry, c'est un think tank indépendant. Est-ce que, d'abord, moi je pense que ça existe un peu, il y a un certain nombre de think tanks qui s'en réclament. La question c'est pourquoi ils n'arrivent pas à avoir de l'influence? Alors, il y a eu la contre-influence, ce qu'on dit sur pourquoi il n'y a plus de gaullistes authentiques, bravo Bilderberg, bravo la trilatérale, bravo tous les réseaux. Ils ont été redoutablement efficaces. Il faudrait parler des recrutements de young leaders et toutes ces choses. C'est chapeau, hein, de ce point de vue-là, les États-Unis sont efficaces. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il y a une question de, effectivement, il y a quelque chose dans la nature humaine qui est absolument irrésistible. C'est on te propose d'appartenir aux gens qui ont de l'influence. On te propose d'être invité, d'avoir tous les soirs une conférence, un cocktail, un truc. Tu peux. Puis peut-être qu'un jour, si tu attires l'œil, tu vas devenir ministrable, etc. Comment tu luttes contre ça? Parce que c'est bien ça, c'est l'accès au pouvoir, c'est l'accès à l'argent, et c'est ça qu'il faut résoudre. L'accès aux médias aussi, hein, il faut bien voir. Donc ça veut dire qu'il faudrait utiliser premièrement beaucoup plus ce qui existe en termes de réseaux sociaux pour le transformer encore plus qu'aujourd'hui en une machine de guerre, et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire au courrier. Et ça veut dire aussi qu'il faut, alors là je rejoins ce que dit Thierry d'une autre manière, je pense que la politique étrangère française doit être complètement revue, il faut profiter de ce moment, ce qui ne veut pas dire qu'on s'aligne sur les BRICS après s'être aligné sur les États-Unis, ça veut dire qu'il faut en profiter pour regagner notre indépendance de jugement, de pensée, d'autant plus nous avons des territoires outre-mer qu'on va peut-être perdre un jour si on continue comme ça, mais qui existent et qui nous permettent de nous mêler de tout. On veut se mêler des affaires du Pacifique, on veut se mêler de ce qui se passe en Amérique latine, on veut se mêler de ce qui se passe en Afrique, par le sud-est de l'Afrique, on peut parler de tout. Et là, il faut faire comme De Gaulle, effectivement, il faut avoir une vision aujourd'hui de ce qu'est l'avenir d'une France indépendante. Là, je pense qu'on a un effet de levier. Bon, débat animé, finalement. Thierry, on l'a bien fait monter en température. Non, mais, moi, je trouve très intéressante ta remarque là. En fait, si on veut construire un lieu de réflexion comparable à ces systèmes des États-Unis, il faut partir dès le départ avec l'idée nous n'avons pas besoin de l'influence des États-Unis et du Royaume-Uni. Donc ça veut dire que l'actuel gouvernement, ce sont des ennemis, ça n'a rien à voir avec l'intérêt de la France, hein, puisque eux, ils partent du principe inverse. Alors, qui est capable de tenir ce discours dans nos élites? Très peu de gens, puisque aujourd'hui, ça leur barre les portes du pouvoir. Mais précisément, ça leur ouvrira demain. Oui, mais c'est vrai qu'il y a toute une génération, mais on annoncera, on va conclure après, mais il y a toute une génération, moi j'ai connu à l'ENA, le discours pratiquement obligé, c'est la France ne peut plus peser toute seule, elle ne peut plus exister qu'à travers l'Union européenne. Donc il y a eu 40 ans de recrutement de hauts fonctionnaires fondés sur l'idée que la France ne peut plus être indépendante. Ça c'est une pierre angulaire, et je me souviens quand je faisais ma scolarité, tous ceux qui osaient prendre une position ou poser une question incongrue se faisaient rabrouer en disant mais enfin mais ça ne se discute pas, bien entendu que la France ne peut plus exister par elle-même. Et donc on a aussi un problème qui est que ceux qui sont aux manettes ont été intellectuellement formatés pour porter ce discours et que c'est compliqué de reconstruire sans changer les élites.
Je suis encore provoqué par la police judiciaire. Non, mais c'est sûr, ça n'est pas possible de changer sans changer les élites. Mais aujourd'hui, à l'intérieur des élites, il y a quelques personnes qui sont capables de faire ce travail. Ça s'appelle une révolution, ce que tu viens de décrire. Oui. Et dans une révolution, il y a des... Excuse-moi, juste sur ce point, il y a les nouvelles élites, et puis il y a des membres des anciennes élites qui attendaient que ça, et c'est ça qui est intéressant dans une révolution. Là où moi je suis intrigué et interrogé, c'est qu'on pouvait s'imaginer que des mouvements comme, au fond, le Rassemblement national ou la France insoumise, qui sont des mouvements contestataires, on aurait pu imaginer que ces mouvements-là portent une nouvelle vision, une nouvelle ambition, et on s'aperçoit que la France insoumise ne remet absolument pas en cause notre appartenance à l'OTAN, la domination américaine. C'est quelque chose qui n'est pas discuté au fond, même si à mon avis Jean-Luc Mélenchon a une position plus mesurée sur le sujet que les socialistes, ses camarades du Parti socialiste. On ne peut pas dire que Mélenchon brille par son opposition farouche à la domination américaine en France, ni à une vision mondialiste. C'est de l'altermondialisme qui reste un mondialisme. Et le Rassemblement national, aujourd'hui, donne quand même beaucoup de gages, même si Marine Le Pen a une ligne plutôt modérée sur le sujet ou ambiguë. Le reste de l'équipe Rassemblement national montre quand même sa très grande docilité vis-à-vis des intérêts américains et vis-à-vis de la vision néoconservatrice. Donc ça pose quand même question sur le fait que même des mouvements qui se situent plutôt sur une ligne contestataire farouche ont du mal à reconstruire une vision du monde où la France reprend la place qu'elle pouvait avoir à l'époque de De Gaulle, pour aller vite. Ouais. Moi, dans les 20 dernières années, j'ai servi 5 chefs d'État dans des pays étrangers, avec l'idée que ce n'est pas la taille de l'État qui fait son importance. Ce qui fait son importance, c'est que ces dirigeants soient capables de voir plus loin et de tenir un discours de vérité. C'est ce qu'avait fait De Gaulle avec ses discours à Phnom Penh, à Québec, à Mexico. Voilà, il était devenu l'homme qui disait où il fallait aller. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec au moins 2 personnes comme ça, Mahmoud Ahmadinejad et surtout Hugo Chavez. Hugo Chavez a dominé son époque. Quand il y avait une réunion internationale qui rentrait dans une salle, tout d'un coup tout le monde était là. Ils sortaient, les gens allaient prendre le café. Voilà. Ça, il y a des gens comme ça parce que ce qu'ils disent n'est pas simplement utile pour leur pays, c'est utile pour le monde. Eh bien, si nous sommes capables de tenir ce discours, la France redeviendra instantanément un grand État. Comme ces différents chefs politiques que j'ai pu servir ont rendu leur pays grand. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, on se retrouve, je vous fais coucou, la semaine prochaine avec Thierry pour parler de situation internationale, et dans 15 jours nous ferons une émission, on pourrait peut-être parler du sommet des BRICS, oui, et d'évoquer ce que signifie la vision des BRICS ou l'irruption des BRICS dans la politique internationale. À bientôt mes amis. À très bientôt. À bientôt Eric.